Il arrive un peu trop souvent que des personnes simples et paisibles soient jetées dans des événements immenses qui bouleversent le cours de leur vie. Au pied du Vercors, à une quinzaine de kilomètres de Romans ou de Valence, les quelques villages qui sont plantés dans une vaste plaine agricole en ont fait la terrible expérience lors des 2 guerres mondiales. Charpey, Saint-Didier et Saint-Vincent-la-Commanderie vivaient un peu éloignés par la distance, mais si proches dans leur mode de vie que jadis, ils ne formaient avec leurs voisines Barbières qu'une seule et même commune. Les découpages administratifs ont changé, mais pas les habitudes de partager les mêmes coutumes. On se mariait, on commerçait, on se donnait des coups de main d'un hameau à l'autre. On n'était pas riche et l'on gagnait âprement son dû, mais il y avait du bonheur et rien n'annonçait les terribles orages qui viendraient. Bon, les fermes étaient petites, alors bon, il y en avait moins des grandes surfaces que maintenant. Déjà une ferme de 8 hectares, c'était déjà une jolie petite ferme. Ma mère, elle avait 2 paires de bœufs, à l'époque, et une jument. Et puis après, quand mon père est venu, alors, ils ont supprimé les bœufs pour mettre des mulets. Et à mon époque que j'étais gamin, donc mon père, on s'était mis à faire un peu de tout. C'est-à-dire des graines potagères, on travaillait pour des maisons, comme Villemorin par exemple, les TG à Valence. Alors on faisait des graines pour ça, et ça demandait du travail. Et en faisant un peu de tout, on se défend mieux qu'en faisant qu'un seul lot. Parce qu'un seul lot, si ça réussit pas, eh bien on essuie la paille. En faisant un peu de tout, il y a toujours quelque chose qui compense. Moi j'ai connu des gamins qui étaient à l'école avec moi. Eh bien, dès qu'ils avaient passé leur certificat d'études, on les enlevait d'école. Hein. Ils allaient travailler au champ. Les personnes âgées mouraient chez elles. Bon, alors bien souvent, ils vivaient avec leurs enfants. Eh bien, les personnes âgées, à ce moment-là, ben, tout le monde mettait la main à la pâte. Hein. Il y avait des vogues, il y avait des kermesses, il y avait des tas de choses. On se préparait à l'avance? Ah oui, bien sûr. Mais la fête des laboureurs, les gens faisaient des fleurs en papier, vous savez, en papier crépon. Eh bien, ils se réunissaient 1 mois, 2 mois avant, ils préparaient tout. On fleurissait des arbres, on plantait des sapins un peu partout dans les rues, bon, on mettait des banderoles, on mettait, alors que maintenant... Et je vais vous dire un souvenir aussi. Le samedi, avec mon frère, on allait s'asseoir là-bas au bout, au-dessus du chemin des Pétavins. Il passait le Zeppelin. Il remontait le Rhône. Alors c'était notre... Ben, vous savez, à ce moment-là, il n'y avait pas la télévision. Il y avait la radio, mais on nous laissait pas bien écouter la radio, puis on s'en fichait. Mais des fois, il y avait des processions. Voilà.
Évidemment, il y a la communion. Vous souvenez? Et puis s'ouvrit une période de deuil, de peine et d'effort qui, avec 2 conflits militaires successifs, s'étala sur 30 ans. Et aucune famille n'a été épargnée. Il était né en 1881, mon père. Alors quand il est parti à l'armée, il avait combien? Il avait 33 ans. Bon. Alors, ils ont fait des classes là, dans le Vaucluse. Là. Il a fait la guerre de la Somme, là-bas, aux usines Volpert, là. À Soissons, tout ça, il a fait là. Et puis après, il est parti là-bas à Bizerte, parce qu'il était dans les chasseurs alpins, 6e chasseurs alpins. On les appelait Diables Rouges, parce que c'était des gens qui se faisaient tuer tant qu'il y en avait. Le 6e bataillon de chasseurs alpins était dissous parce qu'il n'y en avait plus personne. Il a été versé après dans le 22e. Vous savez, quand il fallait attaquer, il fallait aller couper les fils de fer barbelés. Il a été en Tunisie. Ils ont fait des manœuvres là-bas pour partir là-bas en Grèce, à Corfour. Il fallait prendre le château de Guillaume II. C'était l'homme de ressources du régiment. Il réparait tout ce qu'il y avait quelque chose, il était là, bon, le capitaine l'appelait, Charlot, tu fais ci, tu fais là. Il était très bien son capitaine. Après, il a fait le linge là-bas, dans les Vosges. Là, c'était méchant, il coulait tout rouge, mon père m'a dit, parce qu'il y a eu des morts. Ils étaient facilement des fois dans un trou d'obus avec 2 sacs de terre devant, ils étaient là, il y en a un qui avait, ils étaient 2, et il y en a un qui faisait que charger, et que l'autre qui faisait que tirer. Tant qu'ils avaient des munitions. Alors, ils lançaient les Allemands, puis ces fameux machins, là. C'était un obus qui explosait, lumineux. Mais il tombait sur les tranchées des Français. C'est des éclats qui tuent encore dans les tranchées. Puis il a combattu avec des Sénégalais aussi. Les tirailleurs sénégalais qui étaient avec eux dans les tranchées. Alors, ces pauvres gens qui disaient à mon père, chez nous, il fait 50 degrés. Et chez nous, ici, il fait moins 15 chez vous. On a le vin et le pain qui étaient gelés dans la musette. Et mon père a reçu une balle dans la musette, dans sa musette, qui avait traversé la musette. Dans les Vosges, c'était très méchant, hein. Il a un collègue qui était mort sous lui, hein. Rien que le déplacement des obus, hein. Parce qu'ils étaient sur la crête, ils avaient monté la colline, eux, ils étaient juste sur la crête au bout, et les obus passaient juste à fleur d'eux, c'est presque à hauteur d'eux, c'est presque qu'ils passaient. Ça fait un déplacement d'air, hein, ces obus chauds, hein. Et ben, ils avaient les jambes du collègue entre les cuisses, chacun, ils étaient comme ça, accroupis, et les obus passaient au-dessus, son collègue est mort dessous, il a entendu juste gémir, il lui a dit, qu'est-ce que tu as, mèche? Il était mort. Déplacement d'air, ça l'a tué. Un jour, ils sont retirés du tranchée, ils auraient pas dit. Bon, alors, sauf qui peut, ça bien chacun, hein. Les autres attaquaient, les Allemands attaquaient. Alors, il tombe sur un petit sergent qui était dans une cagnole là derrière, là. Il leur dit comme ça, coûte que coûte, il faut le tenir. Mon père, qui avait presque 35 ans, il lui dit, allez-y, vous. Ce petit sergent lui sort son revolver, il lui met à la tempe. Ses copains lui disent, si vous tirez, sergent, vous y passez. Et ben, le soir, les copains, le sergent, il a passé. Dégagé. Il a dit, c'était pas sa place qui était là, lui. Il aurait dû être avec nous, là-bas, en première ligne. Et puis en plus, quand ils allaient attaquer en première ligne, pour attaquer, déloger la tranchée devant, on leur faisait boire de l'éther. L'éther. Ils passaient avec un bidon.
Mon père disait à tous ces jeunes qui étaient avec lui, il disait, fais semblant de boire, mais bois-en pas parce que tu seras fou après. Et c'était bien vrai, hein. Mon bien cher Rosier, nous avons reçu ta lettre le 5 mars, aussi je m'empresse de t'écrire ces quelques lignes pour te donner de nos nouvelles. Nous sommes tous en bonne santé. Tu me dis que tu te portes bien, je pense que tu dis la vérité. Jusqu'à présent, nous n'avons pas trop langui de toi, mais à présent ce ne sera plus la même chose. Écris-nous de temps en temps. J'ai tant de plaisir de lire tes lettres, il me semble en les lisant que je parle avec toi. Cette semaine, c'est la retraite à Saint-Vincent pour faire les Pâques. Aujourd'hui lundi, en allant à la prière avec Antoine et Abel, nous allons mettre cette lettre à la poste. Quand tu la recevras, la retraite sera peut-être finie, mais sois bien persuadé que nous ne t'aurons pas oublié dans nos prières, car si tu es loin de nous, c'est une raison de plus encore pour nous de penser à toi. Il y a des voisins, là, les 3 frères sont morts, hein. 3 frères, ça n'aurait pas dû exister. Ils auraient dû retirer quand même, quand il y en a 1 ou 2 qui sont morts, déjà, ils auraient dû retirer. L'autre, le mettre en retrait. Le voisin, là, Joseph Barr, il a été reçu un éclat à la cuisse. Il était blessé, il marchait avec une canne. Et son frère Jacques, hein, eh ben, son frère Jacques, il a été tué. Il est au monument aux morts, il a été tué. Pourquoi il a été tué? Parce qu'il était un peu simple d'esprit, le pauvre gars. Ses camarades lui ont balancé son casque en dehors de la tranchée. Et voilà. Et bien, il est parti à la guerre. Et en 15 au mois de mai, ils ont été transportés par un train. Et on a encore une lettre. Il disait tout va très bien. Il était mort. On nous fait pour un temps. Et chaque matin, un peu de ça, matin, il est aussi avec quelqu'un dans le nord. Il n'y avait plus des hommes, comment ils voulaient faire, je ne sais pas comment ils faisaient, moi. Là, il y avait mon grand-père était âgé, mais comment ils faisaient? Les voisins, là, celui qui a été blessé, là, et son frère qui a été tué, eh ben, il n'y avait plus personne, là. Bon, qui c'est qui faisait les terres, ils se débrouillaient bien. Mon père, lui, est vraiment parti vers la fin, hein, pour bien dire. Parce qu'il était 17, alors c'était presque les derniers à être appelés. Hein. Alors c'est que quand il a dit qu'il était monté au front, pour remplacer d'autres, quoi, ben, il a été, comment dire, surpris quand il a vu que ceux qui redescendaient, ils se tenaient tous par la cape. Et pourquoi? Parce qu'ils n'y voyaient rien. Ils avaient été gazés. Ils avaient été gazés, pour ne pas se perdre, ils se tenaient par la cape, des uns aux autres. Maman avait perdu son premier mari à la guerre de 14. Il est mort le 7 octobre, juste avant l'armistice. Elle s'est remariée après avec mon père. Et papa avait été gazé complètement. Jusqu'à l'année où je suis née, en 26. Bon, ben, sa santé allait à peu près. Et puis après, ben, ça allait plus du tout. Alors on habitait à Neuville-sur-Saône, mes parents ont été obligés de déménager parce qu'à ce moment-là, la région lyonnaise, il y avait beaucoup de brouillard. Et alors ils avaient fait réparer une vieille maison qu'on avait acharpée.
Et on est venu, je suis venue à Charpé, j'avais 18 mois. Mais mon père est mort, il est mort jeune, il est mort à 55 ans. Hein. Il est mort des suites de sa maladie, puisque après il avait presque plus de poumons. Hein. Ce qui fait que maman, elle a été 2 fois veuve de guerre. Dans le village, là où étaient les grands-parents de mon mari, puisque mon mari a perdu son père à Verdun en 1916. Il était brancardier. À l'entrée de l'église, dans le hall, il y a un grand tableau avec les photos. 16 jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous dans l'infanterie. Et puis, moi, je vois ma belle-mère, bon, elle, quand elle a été veuve, en 1916, son fils avait 2 ans. Elle est allée travailler en Ardèche, il y avait beaucoup de tissage, vous savez, alors elle est allée travailler dans ce tissage, et c'était les grands-parents de mon mari qui l'ont élevée, et qui sont occupés de lui. Elle partait le lundi matin, et elle revenait, on les amenait en voiture, en voiture à cheval, hein. Bon, à ce moment-là, il n'y avait pas d'automobile comme il y a maintenant. Et puis, elle revenait le samedi soir, le samedi dans l'après-midi. Alors, et tout ça pour gagner 30 sous, elle me disait. Parce qu'il fallait tenir la ferme quand même. On peut imaginer que la vie du village après la guerre, et même déjà pendant la guerre... La cartoucherie à Valence, maintenant, c'est un centre de cinéma. Mais la cartoucherie, à l'époque, eh bien, ça avait commencé avant la guerre. Il y avait que des femmes qui travaillaient, hein. Et pendant la guerre, c'était uniquement des femmes. Les hommes étaient au front, hein. Est-ce que vous vous souvenez qu'on vous ait parlé de la grippe espagnole? Mais je sais qu'à Saint-Vincent, ça avait ramené des familles. Hein. Une famille Culos, comme on appelle. Je crois que c'est à peu près tout mort. Hein. À ce moment-là, il y avait beaucoup de tuberculose. Et dans les familles, bien souvent, les gens ne roulaient pas sur l'or. Alors les vêtements d'un malade, on les faisait porter à un autre. Et ça se transmettait comme ça. Moi, à Charpé, je m'en rappelle pas bien, j'étais gamine. Mais en Ardèche, je connais des familles entières qui ont été décimées par la tuberculose. Il y en avait à ce moment-là. Avant qu'ils partent au front, il y a des militaires qui étaient placés dans des maisons en attendant de partir. Donc ils étaient nourris, ils travaillaient peut-être pas bien cher, mais bon, ils étaient au moins nourris. Alors là, c'est mes grands-parents, il y en avait un. Alors, il avait demandé à mes grands-parents s'ils ne pouvaient pas accueillir sa famille. Alors, mes grands-parents ont dit oui, ils ont été d'accord. Alors, il fallait qu'ils soient, il fallait être responsable de les accueillir, mais les nourrir, et puis, pour qu'ils puissent vivre.
Et ils venaient du Pas-de-Calais. Alors c'était une famille de 7. Leur pays, donc c'était dans Hermie, dans le Pas-de-Calais. Le village avait été détruit totalement. Hein. Totalement. Plus aucune maison. Nous, on est toujours en relation, hein. Les enfants. Les enfants de ceux qui sont venus à Saint-Vincent. Donc toute la famille complète là. Et donc, vous vous écrivez, ils sont, Oui, pour Noël, on se souhaite la bonne année. ils sont venus? Oui, cette année, une est venue avec sa fille. Les temps n'ont pu effacer la mémoire. Seules, les intempéries ont souillé les souvenirs. Alors on avait commencé le pont, et puis le capitaine vient et nous dit allez doucement. Je ne sais pas si on va pas signer la paix. Pour l'armistice, oui. L'armistice, pour l'armistice, oui. C'était quel jour alors, Laurent? C'était quoi? Un jeudi? Ça doit être un samedi, je crois. Un samedi, à 24 heures, ils ont Oui. Alors on a fait le pont, et à la première heure le matin, l'artillerie a passé. C'était dans le Génie, à Grenoble. Et donc, ils montaient un pont le jour que l'armistice s'est arrêté. Ils ont voulu faire une petite fête pour l'histoire de faire un peu de la braise pour acheter dans le poilu, quoi, pour bien dire. Et quand ils ont voulu faire la fête, le poilu n'était pas arrivé. Alors c'est donc mon père qui a monté sur la stèle pour remplacer le poilu. Alors ils avaient convoqué une clique qui était à Péru pour venir jouer. Alors ils devaient attaquer à jouer quand monsieur le maire tirait le drap, je ne sais pas comment ça s'appelle moi. Et il paraît que quand ils ont vu que c'était dans un poilu qui était vivant, ils devaient voir les yeux qui bougeaient, il paraît qu'ils n'ont jamais pu attaquer à jouer. Ça leur a coupé les bras. Les gens n'ont pas souffert peut-être comme pour la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale, il y avait les Allemands qui ramassaient tout, alors évidemment, il y avait des problèmes. Mon père, je l'ai vu pleurer, je vais vous dire quand Pétain avait signé l'armistice. Alors là, pour ceux qui avaient fait la guerre, bon, et puis... Déclaration de septembre, on avait M. Reprend, ils étaient allés sonner, et il a été déclaré un moment encore. On a été bombardé, on a été à la campagne, et puis on avait une petite hangar, en fait, une petite maison dans mes parents sont côté de la tête, et il avait fait des lapins pour moi. Et il m'a mis en plus, il fallait dans la tête, et là, je suis parti, c'était tout seul. Et puis, il a fait la tête, il a tout capoté, et la première bande de tout tomber.
c'est bien longtemps, probablement. Il y avait de l'anglais, il y avait de l'anglais, il y avait de l'anglais, et la mission de l'anglais, là, il y a eu qui a permis, il y a eu sa femme, il y a eu sa fille, 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 restez par là, mais quand avec moi, il dit, qui va avec moi? Il dit, il a dit, c'est pas seulement c'est pas difficile à comprendre. Il m'a dit, c'est partagé par lui, partagé par quand ça tombait sur l'hôpital de Valence le jour du 15 août, hein, et ben, les bombardiers qui passaient là, il ne fallait pas rester dehors parce que les éclats se volaient. Hein. La DCA tirait les Allemands. Hein. Et vous voyez tomber les appareils, après par la sueur Lixan, ils tombaient, les parachutes, tout, et ben mon vieux dit. Et puis ils venaient, puis les Anglais avec leurs avions jumelés, là, les Mosquitos qu'ils appelaient, vous en avez entendu parler, hein, ces machins jumelés, là. Ben, ils rasaient là, le camp, ils venaient bombarder le camp, là, ils passaient là, ras-le-sol presque, et puis ils piquaient là-bas sur le terrain d'aviation. Hein. L'après-midi, j'ai vu un avion qui arrivait en face de moi, là, et puis ils m'ont mitraillé l'hangar. Hein. Ils ont mitraillé l'hangar. C'est donc là que, je le disais tout à l'heure, ça m'est venu dans la tête des voix qui m'ont dit, enlève-toi, mets-toi à l'abri sous l'hangar, va sous l'hangar. S'ils avaient resté dehors, aussi bien j'y passais. Hein. Ouf. Puis ils ont occupé Charpey, les Allemands, tout le long. Et puis des otages avec, hein, parce que les gars qui ramassaient, ils les envoyaient en Allemagne, hein, et, vous savez, c'était des otages, hein. Tout le monde, plus ou moins dans sa famille, avait quelqu'un qui était parti au maquis, ou il y avait énormément de jeunes qui étaient partis au Vercors. Alors tout le monde, plus ou moins, se trouvait impliqué hein, dans tout ça. Il y avait deux catégories, il y avait ceux qui faisaient de la résistance et il y avait ceux qui faisaient du marché noir. Parce que du marché noir, il y en a eu, hein. Il faut pas l'oublier. Ah oui, il y en a qui ont eu faim. Et nous, on n'a jamais manqué du pain, sauf un jour. Un jour, on n'a pas eu de pain. Nous, on a un cochon qui est parti. Ils sont venus chercher un cochon pour... ils en avaient besoin, pour manger. Je descendais à manger pour mes frères, pour... bon, parce qu'à Valence, il y avait les tickets, vous savez comment ça se passait. Mais la guerre précédente, il n'y avait pas eu toutes les atrocités qui ont eu lieu à la deuxième. Hein, il n'y avait pas les SS, il n'y avait pas tout ça. Là, on a vu des choses horribles. Que la première guerre, bon, la bataille de Verdun, bon, et la bataille de la Marne et tout ça, bon, c'était des choses, mais c'était les militaires qui mouraient. Il y avait moins de civils. Alors que cette fois-ci, ben, tout le monde a pris, hein.